Bonjour à toutes et à tous, le sommaire de ce journal. Fête, moment propice pour certains commerçants de déverser des produits périmés sur le marché. L'Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des aliments veille au grain. Elle fait des descentes inopinées sur le terrain. Vivre avec la drépanocytose est aujourd'hui possible, mais le dépistage et la prévention permettent de diminuer les risques. Et puis, sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et comment sécuriser les données informatiques? La réponse dans ce journal. Si dans les marchés, la morosité économique dite sa loi, il n'y a pas, par contre, plus de place pour les produits impropres à la consommation. Le contrôle des produits alimentaires pour la période des fêtes de fin d'année a commencé. Comment l'opération se passe-t-elle? Les explications avec Towano Conrad Kamandozo, directeur des contrôles de l'Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des aliments. Actuellement, il y a 6 équipes qui sont déployées à Cotonou et chaque équipe a un certain nombre d'arrondissements à couvrir, de telle sorte qu'on a les 13 arrondissements qui sont couverts et chaque équipe va au niveau des différents centres de production, de transformation et de distribution des denrées alimentaires pour pouvoir contrôler la qualité des denrées alimentaires mises sur le marché en cette période de fin d'année. Les différents critères, les différents paramètres sur lesquels les équipes se basent pour faire le contrôle au niveau de ces points de distribution sont d'abord l'emballage, il faut voir l'emballage, il faut voir la date limite de consommation, la date limite d'utilisation optimale, la chaîne de froid pour les produits carnés, les produits d'origine halieutique et aquacole qu'on doit congeler. Il faut voir la chaîne de froid. Si la chaîne de froid n'est pas rompue à un moment donné, il faut voir les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de conservation et les bonnes pratiques de fabrication. Sans oublier l'hygiène et la santé du personnel qui manipule ces produits. Maintenant, quand on tombe sur des produits de qualité douteux, au point où des décisions ne peuvent être prises juste au contrôle physique, des prélèvements sont faits pour des analyses au laboratoire afin de déterminer les paramètres physico-chimiques et microbiologiques et on compare ces résultats aux critères d'acceptabilité qui se retrouvent dans les normes pour pouvoir prendre les décisions. Mais il faut noter que cette opération ne se limite pas à Cotonou. Ce que je viens de dire, c'est pour le littoral, mais dans les 11 autres départements, la même activité est organisée par les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les jours de supervision que j'ai eu à faire, il faut noter qu'on a enregistré suffisamment de produits périmés ou cabossés, ainsi de suite, qui ont été saisis par les différentes équipes avec des PV de saisie signés par les opérateurs. Donc voilà un peu ce qui se passe en cette période de fin d'année pour pouvoir garantir la santé du consommateur et être sûr que ce que nous allons consommer en cette période de fin d'année sera vraiment de qualité. Parlons à présent de la drépanocytose, une maladie génétique qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde et qui altère la fonction de l'hémoglobine. Très présente sur le continent africain, notamment au sud du Sahara, cette pathologie fait de nombreuses victimes. Pourtant, le dépistage précoce permet de mettre en place un suivi médical pour diminuer la gravité ou la fréquence des complications. Suivez ce reportage pour mieux comprendre. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer.
La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC. Le piratage est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures devient indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment procéder? La réponse, c'est dans ce reportage. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate, il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients et des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi
que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. L'avis d'appel d'offres pour la construction d'un pôle commercial et la restructuration du stade général Mathieu Kérékou vient d'être lancé par le gouvernement. D'un coût de 30 milliards de francs CFA, le projet s'étend sur un espace d'environ 35 000 m² et comporte la construction de halls de 2 niveaux, d'un parc urbain, d'une agora, de parking et de commerce de rue. Le dit pôle commercial est censé abriter la vente des produits de luxe qui seront délocalisés du marché d'Antokba. Le gouvernement a procédé à la signature de la première convention financière destinée à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Il s'agit d'un financement de plus de 13 milliards de francs CFA octroyé par l'Agence française de développement. Il va permettre la construction et l'équipement d'un lycée technique agricole à Malanville, la réhabilitation, l'extension et l'équipement du lycée technique agricole de Banikwara et la construction des dispositifs d'exploitation agricole associés à chacun de ces 2 établissements. Ce financement s'inscrit donc dans la vision du gouvernement de favoriser une meilleure insertion sociale et économique des jeunes béninois pour en faire des acteurs de premier plan de la transformation nationale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a procédé vendredi dernier à l'installation des membres de la 3e mandature du nouveau bureau de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Composé de 13 membres, ce bureau a pour mission de contribuer à la concrétisation du programme national de développement des plantations des grandes cultures. Ils devront également œuvrer pour la réalisation du programme de sédentarisation des élevages de ruminants ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de promotion de l'aquaculture durable et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche, sans oublier le développement du e-agriculture et de la mécanisation agricole. On s'intéresse maintenant aux héros des bandes dessinées sortis tout droit de l'imagination de jeunes talents africains. Même si le marché est largement dominé par les géants américains, certains arrivent à se faire de la place. C'est le cas de ce jeune auteur sud-africain que nous vous invitons à découvrir dans ce reportage. À 34 ans, Loyiso Mkise a décroché un contrat avec l'une des plus célèbres maisons d'édition américaines de bande dessinée. Il a donc illustré à distance à cause du Covid et en moins d'un mois un épisode d'une série de DC Comics. La série donne aux personnages de Batwing une formidable place au sein de l'univers de DC Comics. J'aime vraiment dessiner ces BD, me baser sur un script et le rendre visuel. Et voilà le travail. L'épisode a été publié en juin. Ça, c'est mon travail. Loyiso n'en est pas à son premier succès. Pour les Sud-Africains, il est surtout l'auteur de Kwesi, le premier super-héros local créé en 2014. Kwesi est un jeune homme de 19 ans, débrouillard et branché, qui évolue dans Gold City, une ville qui ressemble étrangement à Johannesburg. Kwesi est un titre que nous avons toujours en stock. Quand l'histoire a été publiée, on n'était qu'une petite équipe, parce que peu de gens la lisaient. Mais aujourd'hui, c'est très connu et très demandé. Tout le monde peut lire Kwesi. Loyiso travaille sur un film d'animation dont le personnage serait Kwesi, mais aussi sur une exposition dans une galerie du Cap. Il veut mieux faire connaître la BD sur un continent qui la distribue peu. L'accès aux comics peut être difficile. En grandissant à l'est du Cap, il était assez compliqué pour moi de m'en procurer. J'ai fini par avoir accès aux comics, mais c'était vraiment dur. La culture de la BD s'installe lentement mais sûrement au pays de Nelson Mandela. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.